Vous avez entendu ce chiffre toute votre vie, même sans jamais l'avoir cherché. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années. Il arrive avec l'autorité paisible d'un fait établi. L'âge de toute chose, mesuré et réglé. Mais voici ce que presque personne ne vous dit jamais. Ce chiffre ne mesure pas un commencement, il mesure une expansion. C'est l'âge d'un processus que nous pouvons encore observer en train de se dérouler, retracer en arrière jusqu'à ce que nos équations heurtent un mur et cessent de donner des réponses. La fameuse preuve que le temps a eu un premier instant suppose tranquillement que notre physique fonctionne dans le seul endroit où elle est connue pour échouer. Et de l'autre côté de ce mur attend une question bien plus ancienne que n'importe quel télescope. Non pas quel âge a l'univers, mais a-t-il jamais, dans un sens réel, commencé? Installez-vous confortablement. Appuyez sur le bouton s'abonner si vous êtes nouveau ici, car à la fin de ce voyage, l'anniversaire de l'univers ressemblera moins à un fait qu'à une porte que personne n'a jamais ouverte. Maintenant, entrons doucement dans le sujet. Il existe un chiffre que vous avez presque certainement entendu, même si vous n'avez jamais ouvert un livre de physique de votre vie. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années. Il arrive dans les documentaires et les manuels avec la même autorité paisible que la distance jusqu'à la Lune ou le point d'ébullition de l'eau. Cela ressemble moins à une théorie qu'à un fait qu'on vous a simplement remis un jour, de la même façon qu'on vous a remis votre propre date de naissance. Quelque part, là-bas, au bout de tout ce temps, quelque chose s'est produit. Le Big Bang. Le premier matin de toute chose. Le chiffre est même plus précis que la plupart des gens ne le réalisent. En 2018, un satellite appelé Planck, construit par l'Agence spatiale européenne pour cartographier la faible lueur résiduelle de l'univers primitif, nous a livré la mesure la plus soigneuse jamais réalisée. L'âge de l'univers est ressorti à 13 milliards 787 millions d'années, avec une incertitude d'environ 20 millions d'années de part et d'autre. Cela semble beaucoup jusqu'à ce que vous fassiez le calcul. Cela signifie que nous prétendons connaître l'âge de toute existence à mieux qu'une part sur 600. Si vous connaissiez votre propre âge avec cette précision, vous le connaîtriez non pas à l'année, ni au jour, mais à quelques heures près du moment où vous êtes né. Il n'est donc pas étonnant que la question semble close. Nous avons une date, nous avons une barre d'erreur, nous avons des satellites et des supercalculateurs et des décennies de consensus parmi des gens méticuleux. Quand un chiffre est aussi solide, votre esprit le range tranquillement comme réglé et passe à autre chose. Il y a eu un commencement. C'était il y a 13 milliards 800 millions d'années. Avant cela, il n'y avait rien. Et le mot « rien » n'invite pas à une question de suivi. Je veux passer les prochaines heures à défaire doucement cette certitude. Non pas pour vous effrayer et non pas pour vous vendre une théorie marginale que les scientifiques seraient trop fermés d'esprit pour admettre. Je veux faire quelque chose de plus calme et de plus étrange, je crois. Je veux vous montrer que la seule partie de cette histoire que tout le monde traite comme la plus certaine, le commencement lui-même, est la partie que la physique n'a jamais réellement pu prouver. Le chiffre est réel. Le commencement est une hypothèse soigneusement posée par-dessus. Et il y a une différence entre ces deux choses que presque personne n'explique jamais. Voici la première fissure, et c'est une petite. Alors laissez-la s'installer lentement. La mesure de 13 milliards 787 millions d'années ne mesure pas un commencement. Elle mesure une expansion. Nous observons l'univers grandir. Nous observons les galaxies s'éloigner les unes des autres. Et nous rembobinons le film. Rembobinez-le assez loin et tout ce que nous pouvons voir se rassemble dans un état inimaginablement chaud et inimaginablement dense il y a environ 14 milliards d'années. C'est ce rassemblement que nous datons réellement. Le commencement, l'idée qu'il y a eu un premier instant avec véritablement rien avant lui, est une histoire que nous racontons à propos du bord de ce film, dans un endroit où le film lui-même s'épuise. Pensez à la façon dont vous trouveriez réellement le début de quelque chose. Pour savoir qu'une route a un commencement, il faut marcher jusqu'à son extrémité et voir l'endroit où le bitume commence. Pour savoir qu'une histoire a une première page, il faut pouvoir revenir à cette page et la lire. Le problème avec le commencement de l'univers, c'est que nous ne pouvons pas y arriver. Nos instruments, notre lumière, toute notre chaîne de preuves remonte jusqu'à un certain point puis s'arrête, comme des empreintes de pas qui mènent vers un banc de brouillard et disparaissent. Tout ce qui précède ce point n'est pas observé. Il est reconstruit. Et le tout premier instant est reconstruit au-delà de l'endroit où les outils qui font la reconstruction fonctionnent encore. Rien de tout cela ne signifie que l'univers est jeune ou que le Big Bang n'a pas eu lieu. Les preuves que l'univers a un jour été chaud, dense et en expansion comptent parmi les plus solides de toute la science. Ce que je pointe est plus étroit et plus tranchant que cela. C'est l'affirmation spécifique que le temps a eu un premier instant, qu'il y a eu un moment avant lequel le mot « avant » n'a aucun sens. Cette affirmation n'est pas mesurée. Elle n'est pas dans la barre d'erreur. Elle vit dans la seule région de l'histoire cosmique où les lois auxquelles nous faisons confiance partout ailleurs tombent dans un silence complet. Vous n'avez probablement jamais eu de raison de séparer ces deux idées. Le Big Bang et le commencement sonnent comme la même chose et nous les utilisons comme s'ils l'étaient. Mais ils ne sont pas la même chose et l'écart entre eux est l'endroit où vit l'intégralité de cette vidéo. Le Big Bang est quelque chose comme le bord de ce que nous pouvons voir.
Le commencement est une supposition sur ce que ce bord signifie. Et une fois que vous laissez ces deux idées se séparer dans votre esprit, l'anniversaire confortable de l'univers commence à ressembler moins à un fait qu'à la dernière pièce bien éclairée avant un long couloir sombre. Il vaut la peine de s'arrêter sur la façon dont ce chiffre est réellement construit, car la façon dont il est construit est le premier indice de combien repose sur des hypothèses plutôt que sur une observation directe. Personne n'a mesuré l'âge de l'univers avec un chronomètre. Ce que le satellite Planck a mesuré, c'est la faible chaleur résiduelle du cosmos primitif, cette lueur résiduelle sur laquelle nous reviendrons encore et encore ce soir, et le motif précis de minuscules ondulations qu'elle contient. À partir de ce motif, les cosmologistes déterminent la quantité de matière que contient l'univers, la vitesse à laquelle il s'expande, comment son expansion a changé au fil du temps, puis ils injectent tout cela dans les équations de la relativité générale et font tourner l'ensemble en arrière, comme résoudre le point de départ d'un voyage, quand tout ce que vous connaissez est votre vitesse actuelle et la route sur laquelle vous vous trouvez. Les 13 787 millions d'années sont la réponse que ces équations donnent pour la durée de l'expansion. C'est un calcul, pas un coup d'œil. Un calcul magnifique vérifié de 100 façons, mais un calcul qui suppose que la route continue de se comporter de la même manière jusqu'au tout début. Et les humains posent cette question depuis bien plus longtemps que nous n'avons de satellite à lancer dessus. Chaque culture qui ait jamais levé les yeux a inventé une réponse. Certains imaginaient le monde éclos d'un œuf ou baraté d'une mer où parler pour exister. D'autres, comme certains penseurs grecs et indiens anciens, ont deviné que le cosmos était éternel, en cycle perpétuel sans premier jour. L'argument que nous avons ce soir, entre un univers qui a commencé et un univers qui a toujours été, est véritablement vieux de plusieurs milliers d'années. Ce qui est nouveau, ce n'est pas la question. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons désormais des mathématiques et des télescopes assez précis pour que la question semble pouvoir recevoir une réponse, assez précis pour nous remettre un chiffre avec une barre d'erreur. Et cette précision peut nous tromper en nous faisant croire que la partie la plus difficile, le tout premier commencement, a été fixée en même temps que tout le reste. Ce n'est pas le cas. Alors gardez doucement ceci à l'esprit tandis que nous avançons, une sorte de boussole pour toute la nuit. Il y a une différence entre savoir depuis combien de temps quelque chose se produit et savoir que cela a commencé. Vous pouvez vous tenir au bord d'une rivière et mesurer exactement à quelle vitesse elle coule, et même depuis combien de temps elle coule devant ce méandre particulier, et ne toujours avoir aucune idée de si elle a une source dans les collines ou si elle circule depuis. Toujours à travers un système plus vaste que vous ne pouvez pas voir. Le flux est un fait, la source en est un autre. La cosmologie a mesuré le flux de l'univers avec un soin extraordinaire. La source est la chose qu'elle n'a jamais réellement vue de ses yeux. Alors ce soir, installez-vous et laissez-moi vous guider lentement le long de ce couloir. Nous allons rencontrer les équations qui sont censées prouver que l'univers a commencé et trouver la petite note de bas de page qui s'y cache. Nous allons rencontrer des physiciens sérieux et respectés qui ont passé leur carrière à soutenir que l'univers est éternel, sans premier instant. Nous allons nous tenir devant un rebond et devant la mort d'un cosmos précédent et dans un endroit où le temps lui-même se transforme en espace. Et nous allons faire tout cela calmement parce que rien de tout cela n'est une urgence. C'est simplement la plus vieille question qui existe enfin autorisée à respirer. Personne dans toute l'histoire n'a jamais trouvé la bougie sur ce gâteau d'anniversaire particulier. À la fin, je ne pense pas que vous trouverez cela effrayant. Je pense que vous trouverez cela beau. Avant de remonter au commencement, nous devons parler de la raison pour laquelle cette vieille question a fait un retour tonitruant dans le présent. Parce que si vous avez passé du temps en ligne ces dernières années, vous avez presque certainement vu les gros titres. Les scientifiques stupéfaits. L'univers est plus vieux qu'on ne le pensait. Tout ce que nous savons est faux. Le télescope James Webb brise la cosmologie. Le ton est toujours le même, une sorte d'alarme haletante, comme si un bâtiment était en feu et que les gens à l'intérieur refusaient de sortir. Je veux prendre ces gros titres au sérieux parce que sous le bruit se trouvent 3 véritables découvertes et elles ont réellement rouvert cette conversation. Mais je veux aussi faire quelque chose que les gros titres ne font jamais, c'est-à-dire rester calme assez longtemps pour voir ce que les découvertes disent réellement. La première vient du télescope spatial James Webb, l'œil le plus puissant que l'humanité ait jamais pointé vers l'univers primitif. Parce que la lumière met du temps à voyager, regarder loin signifie regarder loin dans le passé, et Webb a été construit spécifiquement pour voir les premières galaxies, celles dont la lumière voyage vers nous depuis plus de 13 milliards d'années. Quand il a commencé à envoyer ces images, les astronomes ont trouvé quelque chose qu'ils n'attendaient pas. En 2023, une équipe dirigée par l'astronome Ivo Labbé a rapporté des galaxies datant de seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, qui semblaient bien trop grandes et trop matures pour leur âge. Certaines semblaient contenir autant d'étoiles que la Voie lactée tout entière malgré un temps presque nul pour les construire. C'était comme si vous entriez dans une crèche et trouviez des adultes pleinement formés. Asseyez-vous un instant avec l'étrangeté de la chose, mais aussi avec ce qu'elle signifie et ne signifie pas. Trouver des galaxies qui ont grandi trop vite
est un véritable casse-tête. Cela nous dit que quelque chose dans notre façon de penser l'assemblage des galaxies est incomplet. Mais remarquez les deux manières très différentes dont vous pourriez l'expliquer. La première est de dire que nos modèles de formation galactique manquent quelque chose. Que les étoiles et la matière se sont rassemblées plus vite ou différemment que ce que nous avions supposé. L'autre manière, la manière dramatique, est de dire que les galaxies ne sont pas trop vieilles pour l'univers. L'univers est plus vieux qu'on ne le pensait, ce qui leur donnerait le temps supplémentaire dont ils semblent avoir besoin. Les gros titres adorent la seconde explication. La plupart des cosmologistes penchent vers la première, et la différence entre ces deux réactions est toute l'histoire de la façon dont la science gère réellement une surprise. La deuxième découverte est un seul article, et c'est celui qui a lancé 1000 vidéos. En 2023, un physicien nommé Rajendra Gupta a publié un modèle dans lequel l'univers n'a pas 13 milliards 800 millions d'années, mais 26 milliards 700 millions d'années, presque le double. Soudain, les galaxies primitives impossiblement matures ont tout le temps qu'elles pourraient souhaiter. Nous reviendrons sur ce chiffre de 26,7 milliards d'années plus tard en détail, car il mérite une écoute équitable et honnête, puis un examen attentif de ce qu'il en coûte réellement d'y croire. Pour l'instant, je dirais seulement ceci. Ce n'est pas un canular et ce n'est pas un complot, et ce n'est pas non plus accepté par la communauté au sens large, et ces trois choses sont toutes vraies en même temps. Les maintenir ensemble sans en aplatir aucune est exactement le genre de calme dont ce sujet a besoin. La troisième découverte est la plus silencieuse et pour les physiciens la plus véritablement déstabilisante. Elle s'appelle la tension de Hubble. Il existe deux façons différentes de mesurer la vitesse à laquelle l'univers s'expand en ce moment. L'une utilise la lueur résiduelle de l'univers primitif, la lumière que Planck a cartographiée, et prédit un taux d'expansion d'environ 67 km par seconde par mégaparsec de distance. L'autre mesure l'expansion directement dans notre propre voisinage cosmique en utilisant des étoiles explosives et un type d'étoile pulsante appelé céphéide et obtient environ 73. Ces deux chiffres devraient être identiques. Ils ne le sont pas. L'écart entre eux a obstinément refusé de se combler pendant plus de 10 ans, même tandis que les mesures sont devenues plus précises, ce qui est l'opposé de ce à quoi vous vous attendriez s'il s'agissait simplement d'une erreur. Et parce que le taux d'expansion est lié à l'âge, ce désaccord remonte jusqu'au commencement. Certaines des galaxies que Webb a trouvées se situent à ce que les astronomes appellent un décalage vers le rouge élevé. Leur lumière est tellement étirée par l'expansion de l'univers qu'elle a glissé hors du spectre visible entièrement et dans l'infrarouge, ce qui est exactement pourquoi Webb, un télescope infrarouge, était l'instrument capable de les voir. Quelques-uns de ces objets semblent provenir de seulement 300 ou 400 millions d'années après le Big Bang sur la chronologie standard. C'est l'équivalent cosmique des premières minutes après la naissance. Et pourtant, certains d'entre eux ont l'air posés, structurés, déjà lourds d'étoiles. Un groupe particulièrement notable a été surnommé, à moitié affectueusement, les petits points rouges, compacts et anciens, et bien trop rouges et trop denses pour le confort de quiconque. Les astronomes débattent encore de ce qu'ils sont, et ce débat est sain et en cours et nulle part près d'être résolu. Le point auquel je veux sans cesse vous ramener est le carrefour que chacune de ces surprises présente. Quand une galaxie semble trop mûre pour son âge, vous pouvez corriger le décalage par l'un ou l'autre bout. Vous pouvez ajuster la vitesse à laquelle les galaxies sont autorisées à grandir, ce qui garde l'univers jeune mais réécrit l'histoire de la formation des structures. Ou vous pouvez donner plus de temps à l'univers, ce qui garde l'histoire des galaxies simples mais réécrit l'âge de tout. Presque toujours, la première option s'avère être la bonne parce que l'âge de l'univers est ancré par tant de mesures indépendantes que le déplacer casse une douzaine d'autres choses qui s'emboîtent actuellement à merveille. Et puis, il y a l'étoile Mathusalem, que je vous avais promise et qui est trop savoureuse pour être laissée de côté. Son nom officiel est HD 140283, une vieille étoile pâle pas très loin de nous en termes galactiques. Et quand les astronomes l'ont soigneusement datée pour la première fois, la réponse est revenue à environ 14 milliards 200 millions d'années, plus ou moins 800 millions. Relisez cela. Une étoile apparemment plus vieille que l'univers dans lequel elle vit. Pendant un moment, c'était un véritable embarras. Un unique point de lumière qui semblait briser la cosmologie. Mais l'histoire a la fin que ces histoires ont presque toujours. De meilleures mesures de la distance et de la chimie de l'étoile ont tiré son âge vers le bas et élargi l'incertitude jusqu'à ce qu'elle glisse confortablement en dessous de l'âge de l'univers. Une vieille étoile, certes, l'une des plus anciennes que nous connaissons, mais pas un paradoxe. Ce que je trouve tranquillement rassurant dans tout cela, c'est comment le système a réellement répondu aux surprises, car c'est l'opposé de la panique. Quand les galaxies de Webb sont apparues, les cosmologistes n'ont pas déchiré leur manuel. Ils ont fait ce que font les gens méticuleux. Ils ont réexaminé comment ils estiment la masse d'une galaxie à partir de sa lumière et ont découvert que certaines des premières estimations avaient probablement été trop élevées. Qu'une galaxie alimentant un trou noir actif brillant en son centre peut paraître bien plus massive qu'elle ne l'est réellement.
Plusieurs des candidats les plus alarmants du début sont déjà revenus sur Terre à mesure que les mesures se sont améliorées. Ce n'est pas un domaine qui s'accroche au dogme face à des faits gênants. C'est un domaine qui fait le travail lent et peu glamour de vérifier. Et ce travail, pas le gros titre, est l'endroit où la vérité se pose habituellement. Voici ce que je veux que vous reteniez de ces 3 découvertes. Aucune d'entre elles ne renverse à elle seule le chiffre de 13 milliards 800 millions d'années. Mais ensemble, elles ont fait quelque chose d'important. Elles ont fissuré la surface d'une certitude qui reposait intacte depuis une génération. Elles ont rappelé à tout le monde, y compris aux experts, que l'âge de l'univers n'est pas quelque chose que l'on lit sur un cadran. C'est quelque chose que l'on reconstruit à partir d'hypothèses empilées sur des hypothèses. Et les reconstructions peuvent vaciller. Les gros titres transforment ce vacillement en alarme incendie. Ce que c'est réellement, c'est une invitation. Une invitation à remonter jusqu'au commencement et à se demander lentement et sans panique s'il y a jamais eu réellement un commencement. Pour demander si l'univers a eu un commencement, nous devons d'abord être honnêtes sur ce que le Big Bang est réellement. Parce que presque tout ce que vous imaginez quand vous entendez ces 2 mots est faux. Et cette erreur n'est pas de votre faute. Le nom lui-même est le problème. Il a été inventé à moitié comme une insulte par un physicien qui ne croyait même pas à la théorie et il induit les gens en erreur depuis. Quand vous entendez les mots Big Bang, vous imaginez presque certainement une explosion, un point de lumière dans une obscurité vide, un souffle soudain, des débris volant vers l'extérieur dans l'espace environnant. C'est une image vivante et c'est complètement la mauvaise. Il n'y avait pas d'espace environnant dans lequel quoi que ce soit aurait pu voler. Il n'y avait pas de scène vide sur laquelle l'explosion se serait produite. Le Big Bang n'a pas été un événement dans l'espace. C'était un événement de l'espace. L'espace lui-même faisait partie de ce qui était en expansion. Laissez-moi vous donner une manière plus douce de saisir la chose. Imaginez la surface d'un ballon avec des points dessinés partout dessus. Et imaginez que la surface est tout ce qui existe. Qu'il n'y a pas d'intérieur et pas d'extérieur, juste la peau. Maintenant, gonflez le ballon. Chaque point s'éloigne de chaque autre point. Tenez-vous sur n'importe lequel d'entre eux et vous jureriez être au centre parce que tout recule de vous dans toutes les directions. Mais il n'y a pas de centre sur la surface du ballon. Aucun point n'est le point spécial où tout a commencé. L'expansion ne se produit pas en un lieu. Elle se produit partout à la fois. C'est bien plus proche de ce que fait notre univers. Cette seule correction change toute la question. Si le Big Bang était une explosion en un point, alors il est parfaitement logique de demander où était ce point et ce qu'il y avait autour et ce qui est venu avant le souffle. Mais si le Big Bang était l'expansion de l'espace lui-même, commençant partout simultanément, alors ces questions deviennent glissantes d'une manière qui devrait vous faire ralentir. Le Big Bang ne s'est pas produit quelque part dans l'univers. Le Big Bang est quelque chose que l'univers tout entier a fait. Alors que datons-nous réellement quand nous disons 13 milliards 787 millions d'années? Nous datons l'expansion. Nous pouvons la voir se produire maintenant. Des galaxies glissant les unes loin des autres, la lumière des plus distantes étirée et rougie par l'espace croissant qu'elle a traversé. Rembobinez cette croissance et tout ce que nous pouvons voir se rapproche et devient plus chaud et plus dense. Continuez à rembobiner et vous atteignez un moment où toute la matière et l'énergie que nous pouvons observer étaient empaquetées dans quelque chose de plus petit que tout ce que vous pouvez imaginer, flamboyant à des températures sans comparaison dans le monde actuel. Cet état chaud et dense primitif est le véritable noyau, étayé par les preuves, de la théorie du Big Bang. Nous ne devinons pas. Nous pouvons encore voir sa lueur résiduelle. Mais remarquez où la certitude finit. L'expansion est observée. L'état chaud et dense primitif est observé dans sa lueur résiduelle. Le premier instant, le moment où l'horloge est censée avoir commencé, n'est pas observé. C'est ce que vous obtenez si vous supposez que l'expansion continue de retracer en arrière de manière fluide et sans interruption jusqu'à un seul point de densité infinie. La théorie du Big Bang décrit un univers qui a un jour été chaud et dense et qui est en expansion depuis. Elle ne vous dit pas en soi que l'expansion a commencé à partir de rien à un premier instant. Ce pas supplémentaire, d'un passé chaud et dense à un commencement absolu, est un saut. Un saut raisonnable peut-être, mais un saut. L'histoire de la façon dont nous sommes arrivés au Big Bang mérite d'être connue car elle vous montre avec quelle réticence l'idée a été acceptée, ce qui est l'opposé du dogme. Dans les années 1920, un prêtre et physicien belge nommé Georges Lemaître a regardé les équations d'Einstein et les premiers indices que les galaxies lointaines filaient loin de nous et a proposé que l'univers était en expansion et que si on le rembobinait, il avait dû émerger de ce qu'il a appelé un atome primitif, un unique point dense. Einstein lui-même a d'abord rejeté l'idée. L'astronome Edwin Hubble a ensuite mesuré en détail la récession des galaxies, confirmant l'expansion, et le tableau a lentement gagné du terrain au fil d'années de résistance, pas dans un éclair de consensus. Le nom lui-même, Big Bang, n'était pas une célébration, c'était presque un sarcasme. Le physicien Fred Hoyle, qui défendait l'univers stationnaire rival éternel et n'aimait pas l'idée d'une origine soudaine, aurait inventé l'expression lors d'une émission de radio pour rendre la théorie un peu ridicule, un grand boom, comme si le cosmos avait explosé comme un pétard. Le nom est resté, ironiquement, attaché à la théorie que Hoyle tournait en dérision,
Et il plante cette image trompeuse d'une explosion dans la tête des gens depuis. Ce qui a finalement tranché le débat en faveur du Big Bang contre l'état stationnaire n'était pas la philosophie, mais une découverte sur laquelle nous reviendrons sans cesse. En 1965, deux ingénieurs ont trouvé un faible sifflement de rayonnement micro-ondes venant de toutes les directions dans le ciel. Une chaleur uniforme dont ils ne pouvaient pas se débarrasser, peu importe comment ils nettoyaient leur antenne. Il s'est avéré que c'était la lueur résiduelle que je n'ai cessé de mentionner. La lumière libérée quand le jeune univers s'est refroidi assez pour devenir transparent, environ 380 000 ans après le début de l'expansion. Un univers éternel et immuable n'avait aucune bonne raison d'être baigné dans exactement ce type de chaleur résiduelle. Un univers en expansion qui avait un jour été chaud en avait une. Ce sifflement est la chose la plus proche que nous ayons d'une photographie du cosmos primitif, et c'est le socle sur lequel toute la mesure de l'âge est construite. Mais remarquez, même lui provient de 380 000 ans après le supposé commencement. Même notre lumière la plus ancienne a été libérée bien après le premier instant. Le commencement lui-même ne nous a envoyé aucune carte postale. Il vaut la peine de dire clairement ce qu'est réellement la lueur résiduelle car nous nous appuierons dessus plus d'une fois ce soir. Quand l'univers était jeune et chaud, il n'était pas transparent. C'était un brouillard incandescent de particules trop énergétiques pour se stabiliser en atomes, et la lumière ne pouvait pas voyager librement à travers lui, de la même façon que la lumière ne peut pas passer proprement à travers l'intérieur dense du Soleil. Puis, environ 380 000 ans plus tard, l'univers s'est refroidi juste assez pour que les particules se joignent en les premiers atomes stables. Et en un instant, cosmiquement parlant, le brouillard s'est levé et la lumière a enfin pu traverser l'espace sans obstruction. Cette première lumière libérée est ce qui nous baigne encore de toutes les directions et tirée maintenant en de faibles micro-ondes par les éons d'expansion qu'elle a traversés. C'est la chose la plus ancienne que tout instrument puisse voir. Et elle commence son histoire déjà bien après le commencement. Un rideau qui se lève sur une pièce dont la scène d'ouverture avait eu lieu bien avant. Voici l'idée que je veux planter doucement maintenant et sur laquelle je reviendrai à la toute fin quand elle aura bien plus de sens. Le Big Bang n'a jamais été un commencement. C'était le bord de ce que nous pouvons voir. C'est le point au-delà duquel notre film de l'univers en expansion s'épuise. Le banc de brouillard où les empreintes de pas s'évanouissent. Appeler ce bord un commencement est un choix, pas une mesure. Et l'instant où vous le voyez comme un bord plutôt qu'une ligne de départ, une question s'ouvre en dessous, bien plus ancienne et bien plus vaste que les gros titres sur les télescopes et la lumière fatiguée. Non pas quel âge a l'univers, mais a-t-il jamais, dans un sens significatif, commencé? Continuons à marcher car la prochaine pièce est la plus étrange de toutes. L'endroit où nos deux plus grandes théories de la réalité cessent toutes deux de fonctionner au même instant exact. Laissez-moi vous emmener au premier instant, le moment où l'horloge est censée indiquer 0. Mais je dois vous prévenir que ce n'est pas un endroit où vous pouvez réellement vous tenir. Et la raison en est le fait le plus étrange de toute cette histoire. Imaginez que vous rembobiniez le film de l'univers en arrière comme nous l'avons fait il y a un instant. Les galaxies se précipitent les unes vers les autres. L'espace se contracte. Tout ce que nous pouvons voir se rassemble dans un volume de plus en plus petit, devenant plus chaud et plus dense au passage. À une seconde après le supposé commencement, tout l'univers observable est un four de particules. Repoussé encore, 1/1000e de seconde, la matière dont vous êtes fait s'est dissoute en une soupe de ses plus petits constituants. Encore plus loin, la totalité de tout ce que vous pouvez voir est maintenant plus petite qu'un seul atome. Et la température et la densité grimpent vers des nombres qui cessent de signifier quoi que ce soit. Et puis, tout à la fin, les équations font quelque chose qui devrait vous hérisser les poils des bras. Elles cessent de donner des réponses. Elles produisent l'infini. En physique, l'infini n'est presque jamais une chose réelle dans le monde. Quand vos équations vous remettent une réponse infinie, ce n'est pas une découverte, c'est une alarme. C'est la manière qu'a l'univers de vous dire que vous avez poussé votre théorie au-delà du bord où elle fonctionne et que ce que vous regardez n'est pas un trait de la réalité, mais une défaillance de votre carte. Le point de densité supposément infini au début de l'univers a un nom. Nous l'appelons la singularité initiale. Et pendant longtemps, les gens l'ont imaginé comme un minuscule point infiniment dense. La graine à partir de laquelle tout a poussé. Mais une singularité n'est pas un point. Une singularité est un trou dans la théorie. C'est l'endroit où les mathématiques deviennent blanches comme une photographie tellement surexposée que l'image disparaît simplement dans un éclat aveuglant. Pour comprendre pourquoi les mathématiques échouent là et pourquoi cet échec est si important, vous devez connaître les deux grandes théories qui décrivent notre réalité et le fait qu'elles ne supportent pas d'être dans la même pièce. D'un côté, il y a la relativité générale, le chef-d'œuvre d'Einstein, qui décrit la gravité et la forme à grande échelle de l'univers. De l'autre côté, il y a la mécanique quantique qui gouverne les plus petits morceaux de la réalité, les particules et les champs, un monde de tremblements et de probabilités et de flou. Pour presque tout dans l'univers, vous n'avez jamais besoin que d'une seule de ces théories à la fois. Mais le premier instant de l'univers est le seul endroit où cette trêve se rompt complètement.
Là, le cosmos tout entier est à la fois inimaginablement lourd, ce qui appelle la relativité générale, et plus petit qu'un atome, ce qui appelle la mécanique quantique. Vous avez besoin des deux théories à pleine puissance, au même endroit, au même moment. Et quand vous essayez de les faire fonctionner ensemble, elles ne fusionnent pas, elles se contredisent. Les mathématiques s'effondrent. Voici donc le fait que je vous avais promis, celui qui sape tranquillement tout ce que les gros titres supposent. Le seul instant que tout le monde traite comme l'événement le plus certain de l'histoire de l'existence, le commencement, est précisément l'unique instant que notre physique ne peut pas décrire. Nous n'avons pas de théorie testée de ce qui se passe quand la gravité et la mécanique quantique entrent en collision à cette échelle. Les physiciens en cherchent une depuis le meilleur d'un siècle, sous des noms comme gravité quantique et théorie des cordes et gravité quantique à boucle, et ils ont de beaux candidats, mais aucun d'entre eux n'a été confirmé par l'expérience. Le commencement n'est pas le moment le mieux compris de l'histoire cosmique, c'est le moins compris. C'est une pièce fermée à clé au bout du couloir et nous essayons de crocheter la serrure depuis des décennies. L'échelle où la carte cesse de fonctionner a même un nom et une taille. Elle s'appelle l'échelle de Planck, du nom du même physicien qui a le premier dompté ce four à l'emballement. Le temps de Planck est l'intervalle presque absurdement petit d'environ 5 fois 10 puissance moins 44 secondes. En dessous de cet intervalle, les idées même d'avant et d'après, d'ici et de là, d'espace lisse et de temps régulier sont censées se dissoudre en quelque chose que nous ne savons pas encore comment décrire. Les physiciens n'ont pas simplement haussé les épaules devant ce mur. Ils ont passé le meilleur d'un siècle à essayer de construire la théorie qui nous permettrait de voir au-delà. Certains la poursuivent à travers la théorie des cordes où les plus petites choses ne sont pas des points mais de minuscules fils vibrants. D'autres la poursuivent à travers la gravité quantique à boucle où l'espace lui-même est tissé de grains indivisibles. Ce sont des efforts sérieux, beaux, de plusieurs décennies, par certains des esprits les plus fins vivants. Mais aucun d'entre eux n'a encore été confirmé par une seule expérience, parce que les énergies impliquées sont si loin, au-delà de tout ce que nous pouvons créer, que les tests pertinents pourraient être définitivement hors de portée. Il y a une manière humble de résumer toute la situation à laquelle je reviens sans cesse. Nous avons bâti une civilisation capable de prédire le mouvement des planètes des siècles à l'avance, capable de mesurer la chaleur de l'univers primitif à une fraction de degré, capable de détecter les ondulations de trous noirs entrant en collision à 1 milliard d'années-lumière de distance. Et le seul événement dont nous parlons avec la confiance la plus désinvolte, la naissance de toute chose, se trouve dans le seul régime où chacun de ces outils triomphants devient muet à la fois. Gardez ce sentiment à l'esprit car il change la façon dont vous entendez la suite. Pendant des décennies, il y avait un ensemble de fameuses équations qui semblaient prouver que le commencement était réel et inévitable. Elles ont convaincu une génération de physiciens que le temps avait véritablement eu un premier instant. Et elles étaient brillantes, et elles étaient rigoureuses, et elles contenaient, glissées dans les petits caractères, une seule hypothèse discrète qui s'avère tout changer. Dans les années 1960, deux des esprits les plus brillants de la physique ont entrepris de trancher la question du commencement par les mathématiques. Et pendant longtemps, on a cru qu'ils avaient réussi. Leurs noms étaient Roger Penrose et Stephen Hawking. Et les outils qu'ils ont construits s'appellent les théorèmes de singularité. Si vous avez jamais entendu que la science a prouvé que l'univers a eu un commencement, c'est presque certainement à cela que l'on faisait référence, même si personne ne l'a dit à voix haute. Roger Penrose est venu en premier en 1965, travaillant sur ce qui se passe à l'intérieur des étoiles en effondrement. Il a prouvé en utilisant la géométrie de la relativité générale que dès que la matière s'effondre au-delà d'un certain point, la formation d'une singularité est inévitable. La gravité le garantit. Puis Hawking a eu une belle idée. Il a pris l'argument de Penrose sur les étoiles en effondrement et l'a fait tourner en sens inverse dans le temps et l'a pointé vers l'univers tout entier. Un univers en expansion rembobinée est un univers en effondrement. Donc, si le théorème de Penrose dit que l'effondrement mène inévitablement à une singularité, alors notre univers retracé en arrière doit aussi atteindre une singularité, un premier instant, une frontière où le temps allant en arrière prend simplement fin. La conclusion a atterri comme un marteau. Sous la relativité générale, un univers en expansion comme le nôtre a dû commencer à une singularité. L'univers stationnaire éternel n'était pas seulement improbable. Il semblait être mathématiquement interdit. Mais voici la note de bas de page discrète et une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus la dévoir. Chacun de ces théorèmes commence par une hypothèse énoncée clairement dans les mathématiques, que la relativité générale est vraie. Pas approximativement vraie, pas vraie la plupart du temps. Vraie jusqu'au bout, même à la singularité elle-même, même à des échelles plus petites qu'un atome, même là où la densité grimpe vers l'infini. Les théorèmes disent en effet, si la relativité générale tient parfaitement jusqu'au premier instant, alors il doit y avoir une singularité là. Et nous avons maintenant de très bonnes raisons de croire que la relativité générale ne tient pas jusqu'au bout. Nous venons de la regarder échouer, de la regarder entrer en collision avec la mécanique quantique et produire du non-sens exactement à cette échelle.
Donc les théorèmes de singularité ne prouvent pas réellement que l'univers a commencé. Ils prouvent quelque chose de plus prudent et de plus humble. Ils prouvent que si vous utilisez la relativité générale dans un endroit où la relativité générale cesse de fonctionner, vous obtenez une singularité, ce qui est presque une façon de reformuler le problème plutôt que de le résoudre. Les théorèmes ne sont pas faux. Ils sont étanches, mais ils sont étanches à propos d'une théorie dont nous savons qu'elle fuit précisément à l'endroit qui compte. La fameuse preuve que l'univers a commencé repose sur l'hypothèse que notre physique fonctionne dans le seul endroit où elle est connue pour échouer. La note de bas de page était dans les mathématiques depuis le début. Elle n'est simplement pas passée dans les documentaires. Et une fois que vous savez qu'elle est là, le mur au bout du couloir cesse de ressembler à un commencement solide et commence à ressembler à une porte que nous n'avons pas encore appris à ouvrir. Si la singularité est une porte plutôt qu'un mur, la question évidente est qu'est-ce qui pourrait bien se trouver de l'autre côté? Et c'est ici que la physique cesse de simplement percer des trous dans l'ancienne certitude et commence à offrir de véritables alternatives mathématiques sérieuses. Des modèles dans lesquels l'univers n'a jamais eu de commencement du tout. La première de ces alternatives est née d'une idée inventée pour résoudre des problèmes complètement différents et qui, presque par accident, a suggéré que notre Big Bang pourrait n'être qu'un petit événement à l'intérieur de quelque chose de bien plus vaste et possiblement éternel. L'idée s'appelle l'inflation et elle a été proposée en 1981 par un jeune physicien nommé Alan Guth, puis développée et remaniée par d'autres dont André Iland, Paul Steinhardt, Andreas Albrecht et Alexander Vilenkin. L'inflation dit que dans la toute première fraction de seconde, bien avant que l'univers ne se stabilise dans l'expansion régulière que nous mesurons aujourd'hui, il a traversé une brève et féroce poussée de croissance. Pas l'éloignement doux des galaxies, mais une explosion du tissu de l'espace lui-même, doublant et doublant et doublant encore en un temps presque nul. En peut-être un centième de milliardième de billionième de seconde, un morceau d'espace plus petit qu'un proton a été étiré plus grand qu'un pamplemousse, une expansion par un facteur d'au moins 10 suivi de 26 zéros. L'inflation n'a pas été inventée pour abolir le commencement. Elle a été inventée pour résoudre deux énigmes tenaces. La première était pourquoi l'univers a l'air si lisse, la même température dans toutes les directions, même à travers des régions qui n'auraient jamais dû pouvoir se toucher. La seconde était pourquoi l'espace a l'air si parfaitement plat. L'inflation résout les deux avec élégance. Mais ensuite, les physiciens ont remarqué quelque chose à propos de l'inflation que personne n'avait prévu, et c'est la partie qui compte pour nous ce soir. Dans la plupart des versions de la théorie, une fois que l'inflation commence, elle ne s'arrête pas proprement partout à la fois. L'étrange énergie qui propulse l'expansion galopante se désintègre dans certaines régions. Et là où elle se désintègre, la croissance furieuse s'arrête et un univers ordinaire et calme comme le nôtre se stabilise. Un endroit où les galaxies peuvent se former. Nous appellerions cela un Big Bang. Mais dans les espaces entre, l'inflation continue, doublant toujours, déchirant l'espace plus vite qu'elle ne peut se désintégrer. Et à l'intérieur de cet arrière-plan toujours en inflation, de nouvelles régions calmes continuent de se former sans fin. C'est ce qu'on appelle l'inflation éternelle. Asseyez-vous avec ce que cela fait à notre Big Bang. Dans cette image, l'événement que nous avons appelé le commencement de tout n'est rien de tel. C'est un événement local. C'est le moment où une bulle particulière a cessé d'inflater et s'est refroidie en un univers, notre univers, à l'intérieur d'une structure bien plus vaste qui était déjà là et qui continue d'inflater et de bourgeonner d'autres bulles que nous existions ou non. Notre Big Bang devient quelque chose comme le moment où une seule goutte de pluie se condense d'un énorme nuage bouillonnant. La goutte a un commencement. Le nuage n'a pas besoin d'en avoir un. Et le nuage, l'arrière-plan éternellement en inflation, pourrait n'avoir aucun commencement dans le temps du tout. Il pourrait enviner et engendrer des univers depuis toujours, avec notre cosmos comme une simple bulle récente parmi une mer croissante et sans fin de bulles. Ce qui donne à l'inflation éternelle son étrange crédibilité, c'est qu'elle n'a pas été boulonnée à l'inflation pour atteindre une conclusion désirée. Elle tombe des mathématiques, que vous le vouliez ou non. Une fois qu'elle démarre, dans la plupart des versions de la théorie, elle ne peut pas s'arrêter globalement. L'éternité vers le futur n'est pas un ajout exotique, c'est le défaut. Et si c'est vrai, alors notre confident anniversaire, nos 13 800 millions d'années, n'a jamais été l'âge de tout. C'était seulement l'âge de la goutte, mesuré par la goutte, confondu par la goutte avec l'âge de l'orage. Il existe une autre sortie du commencement. Et à mon sens, c'est la plus envoûtante de toutes, car elle ne supprime pas le premier instant en l'étalant sur d'infinies bulles. Elle remplace le premier instant par un univers précédent. Dans ces modèles, le Big Bang n'était pas une naissance, c'était un rebond. Le rebondissement d'un cosmos qui existait avant le nôtre, qui s'est effondré puis s'est retourné comme un gant pour devenir l'expansion que nous appelons maintenant le commencement. Imaginez un univers semblable au nôtre, mais fonctionnant dans l'autre sens. Au lieu de galaxies s'éloignant, elles se rapprochent. L'espace se contracte. Sur des étendues de temps inimaginables, tout est attiré vers l'intérieur. La température monte, la densité grimpe, la matière se dissout en ses plus petits morceaux. Le tout se précipite vers un unique point incandescent.
Exactement le genre de point que nos équations appellent une singularité. L'endroit où tout devrait s'écraser jusqu'à une densité infinie et l'histoire devrait simplement se terminer. Et puis, dans ces modèles, quelque chose l'arrête. Au tout dernier instant, alors que l'univers se comprime à l'échelle où la mécanique quantique prend le commandement de la gravité, les règles changent. La gravité, qui a passé toute l'histoire de cet univers à tout attirer ensemble, fait demi-tour à cette densité impensable. Elle devient répulsive. Elle pousse et l'effondrement, au moment exact où il aurait dû devenir une singularité, devient un rebond à la place. La chute s'inverse. La contraction devient une expansion. Et de l'autre côté, un nouvel univers commence à grandir, chaud et dense, et s'envolant dans toutes les directions, que ses futurs habitants regarderont en arrière et appelleront leur Big Bang. Voilà l'image, et plusieurs racines différentes en physique y aboutissent. L'un des premiers et des plus développés est le modèle ekpyrotique et cyclique proposé en 2001 et 2002 par Paul Steinhardt et Neil Turok. Dans leur version, tirée d'idées de la théorie des cordes, le rebond vient de la collision de membranes de dimension supérieure, et l'univers passe par des cycles sans fin, s'expandant, se vidant lentement, s'effondrant, rebondissant, s'expandant de nouveau, sans premier cycle nulle part dans la séquence. Une autre voie est la cosmologie quantique à boucle développée par Abhay Ashtekar, Martin Bojewald et d'autres, qui prend une théorie candidate de la gravité quantique et l'applique à l'univers entier. Dans leurs équations, la singularité n'est tout simplement pas là. Là où la relativité générale prédisait une densité infinie, la structure quantique de l'espace refuse et un rebond lisse prend sa place. Ils l'appellent le grand rebond. Ce que je trouve si émouvant dans ces modèles, c'est ce qu'ils impliquent sur la perte. Si le Big Bang était un rebond, alors il y avait un univers avant le nôtre, un cosmos complet avec sa propre histoire, peut-être ses propres galaxies et étoiles, peut-être ses propres mondes. Et il s'est effondré. Et en s'effondrant, il a été effacé si complètement que presque rien n'a traversé. Le rebond est une sorte d'oubli. Les conditions extrêmes au point de retournement lissent les détails, gommant la structure pour que l'univers qui en émerge ne porte presque aucun souvenir de celui qui l'a précédé. Il y a un problème que ces modèles de rebond doivent résoudre et le fait de lutter avec lui est en partie ce qui en fait de la science sérieuse plutôt que de la pensée magique. Le problème est l'ordre ou plus précisément son contraire. Notre univers a une direction claire du temps. Les œufs se cassent mais ne se recassent jamais. La chaleur s'écoule du chaud vers le froid et jamais dans l'autre sens par elle-même. Et l'univers dans son ensemble est passé d'un commencement étrangement ordonné vers un désordre de plus en plus grand. Les physiciens mesurent ce désordre avec une quantité appelée entropie. Et le casse-tête est que l'entropie ne semble jamais qu'augmenter. Donc si notre univers n'est que le dernier d'une chaîne sans fin de cycle, pourquoi ne se noie-t-il pas déjà dans le désordre accumulé de chaque cycle précédent? Les modèles cycliques ingénieux ont des réponses à cela, et les réponses font partie de leur attrait. Dans le modèle cyclique de Steinhardt et Turok, l'astuce est que l'espace s'expande énormément pendant chaque cycle avant même de se contracter, si vastement que le désordre est dilué à travers un volume toujours plus grand, répandu si mince que chaque nouveau cycle commence avec une ardoise propre. Je m'attarde sur cela parce que cela vous montre quelque chose d'important sur l'univers éternel. Ce n'est pas une alternative molle et vague vers laquelle les physiciens se tournent pour éviter un commencement inconfortable. C'est un ensemble de propositions mathématiques détaillées qui doivent répondre à des questions difficiles sur l'entropie et la structure et la flèche du temps, et qui tiennent ou tombent selon qu'elles le peuvent ou non. C'est le vertige que je voulais vous faire ressentir. Nous sommes habitués à ce que le commencement soit une sorte de réconfort, une ligne nette avec rien derrière. Le rebond enlève ce réconfort et le remplace par quelque chose de plus étrange, de plus triste et de plus beau. Un avant que la physique autorise, que les équations de la gravité quantique produisent réellement, et que nous ne pourrons jamais voir. Notre premier instant, vu de l'autre côté, est le dernier instant de quelqu'un d'autre. Le matin dans lequel nous nous sommes réveillés était la nuit où un autre univers est mort. Roger Penrose, le même homme dont les théorèmes semblaient autrefois prouver que le commencement était inévitable, a passé ces dernières années à bâtir l'une des idées les plus extraordinaires de toute la cosmologie. Il l'appelle la cosmologie cyclique conforme. Et pour la comprendre, nous devons voyager non pas en arrière vers le début, mais en avant, jusqu'à la toute fin de tout. Suivez l'expansion vers l'avant, pas pendant des milliards d'années, mais pendant une durée si longue que nos nombres habituels deviennent inutiles. Les étoiles s'éteignent une à une jusqu'à ce que la dernière vacille et meure, et qu'aucune nouvelle ne se forme parce que tout le gaz a été utilisé. Les galaxies s'assombrissent. Ce qui reste s'effondre en trous noirs, et sur une durée presque infinie, ces trous noirs s'évaporent lentement, saignant leur masse sous forme du rayonnement le plus ténu possible, jusqu'à ce qu'eux aussi aient disparu. Et à la toute fin, après que chaque structure se soit dissoute et que chaque particule de matière se soit désintégrée, l'univers se retrouve avec presque rien. Juste de la lumière, une mince dérive froide et sans fin de rayonnement sans masse dispersée à travers un vide toujours croissant. Penrose a remarqué quelque chose à propos de cet état final que personne d'autre n'avait pris au sérieux, et c'est véritablement étrange.
Un univers sans rien d'autre que du rayonnement sans masse n'a aucun moyen de mesurer le temps et aucun moyen de mesurer la taille. Pour mesurer une distance, il faut des règles. Et les règles sont faites de matière. Pour mesurer le temps, il faut des horloges. Et les horloges aussi sont faites de matière. Dans un univers de pure lumière sans masse nulle part, il n'y a ni règles ni horloge. La taille et la durée cessent d'avoir un sens. L'univers à sa fin froide, vide et infiniment grande devient, dans un sens mathématique précis, sans échelle. Et voici le saut que seul Penrose aurait osé faire. Le commencement de l'univers, ce premier instant chaud et dense, était lui aussi sans échelle, un endroit où les règles habituelles s'effondrent également, mais pour la raison opposée. Au commencement, tout était si chaud que les particules se mouvaient à des vitesses proches de celles de la lumière et leur masse devenait presque sans importance. Là aussi, dans un sens, il n'y avait rien pour fixer une échelle. Penrose soutient que ces deux états, la fin froide et morte infiniment grande et le commencement chaud et dense infiniment petit, sont mathématiquement identiques. Si la taille n'a aucun sens, alors il n'y a aucune différence entre inimaginablement grand et inimaginablement petit. Ils deviennent le même état sans échelle, et ainsi la fin froide et morte du lointain futur d'un univers peut être directement cousue au commencement chaud et dense du suivant. La fin devient le commencement. Penrose appelle chacun de ces cycles complets un éon. Et dans son image, il y a une séquence sans fin, éon après éon après éon, la mort de chacun nourrissant la naissance du suivant, s'étirant en arrière sans premier éon, et en avant sans dernier. Notre Big Bang dans cette vue était le dernier murmure froid d'un univers précédent qui avait fini de mourir. Et notre propre mort thermique, inimaginablement lointaine, sera un jour le premier matin brillant d'un univers qui viendra après nous. La hardiesse de la cosmologie cyclique conforme est qu'elle fait une prédiction que l'on peut en principe vérifier. Si un univers entier existait avant notre Big Bang, et si dans cet univers d'énormes trous noirs se sont lentement évaporés, Penrose soutient que l'énergie qu'ils ont libérée devrait avoir laissé de faibles empreintes circulaires dans notre lueur résiduelle. Il appelle celle-ci des points de Hawking et lui et ses collaborateurs ont publié des affirmations selon lesquelles de tels anneaux peuvent être trouvés dans les données. D'autres chercheurs ont examiné les mêmes données et conclu que les anneaux ne sont pas plus que le genre de motif que le hasard produirait de toute façon et le différend n'a pas été tranché. La cosmologie cyclique conforme est une vue minoritaire. La plupart des cosmologistes ne l'acceptent pas et les preuves des anneaux sont contestées au mieux. Mais je reviens sans cesse à la beauté de la vision sous-jacente. Jusqu'ici, chaque échappatoire au commencement que nous avons examiné a impliqué d'ajouter quelque chose, un arrière-plan plus vaste en inflation, un univers précédent, une chaîne d'éons. Mais il y a une autre réponse et c'est la plus subtile de toutes car elle ne pousse le commencement nulle part. Elle dissout la question elle-même. Elle suggère que demander ce qui est venu avant le Big Bang n'est pas une question difficile avec une réponse cachée. C'est une question sans réponse parce que ce n'a jamais été une vraie question pour commencer. Cette idée vient de James Hartle et Stephen Hawking qui l'ont proposée en 1983 et elle s'appelle la proposition sans frontières. Pour la ressentir, vous devez lâcher l'image du temps comme une ligne s'étirant en arrière avec le commencement assis à une extrémité comme la première maison d'une rue. Hartle et Hawking ont demandé « Que se passe-t-il si, à mesure que vous vous approchez du supposé commencement et que les conditions deviennent extrêmes, la distinction nette entre le temps et l'espace commence à s'adoucir et à se brouiller. Le temps prend progressivement le caractère d'une autre direction de l'espace. Laissez-moi vous donner l'image que Hawking lui-même adorait utiliser car elle porte le cœur de l'idée parfaitement. Pensez à la surface de la Terre et pensez à voyager vers le sud. Vous allez plus au sud et encore plus au sud et finalement vous atteignez le pôle sud et au pôle sud quelque chose d'intéressant arrive à la question continuer vers le sud. Elle cesse de signifier quoi que ce soit. Il n'y a pas de plus au sud. Ce n'est pas que vous heurtez un mur ou une clôture ou le bord du monde. La surface de la Terre est parfaitement lisse là, parfaitement ordinaire. C'est simplement que le sud comme direction s'est épuisé. Vous pouvez vous tenir au pôle et demander qu'est-ce qui se trouve à 1 kilomètre au sud d'ici et la question n'a pas de réponse. Non pas parce que la réponse est cachée, mais parce qu'un tel endroit n'existe pas. Hartle et Hawking ont proposé que le commencement de l'univers est comme le pôle sud, mais dans le temps. À mesure que vous remontez vers lui, vous atteignez finalement un point où il n'y a pas de plus tôt. Non pas parce qu'un mur vous arrête, et non pas parce que quelque chose de dramatique se produit, mais parce que avant comme direction s'épuise simplement. L'univers dans cette image est fini dans le passé. Il n'existe pas depuis toujours. Mais il n'a pas non plus de frontières, pas de bord, pas de premier instant où il se serait allumé. Il est lisse et complet et autonome. De la façon dont la surface d'une sphère est finie, mais n'a pas de rebord dont vous pourriez tomber. Hawking l'a résumé en une seule ligne inoubliable. Demander ce qui est venu avant le Big Bang, a-t-il dit, c'est comme demander ce qui se trouve au sud du pôle sud. Sentez ce que cela fait à la question qui a hanté chacun d'entre nous à un moment ou un autre, habituellement tard dans la nuit quand on est enfant. Qu'y avait-il avant tout? Qu'est-ce qui est venu avant le commencement? Nous la posons comme si elle devait avoir une réponse.
La proposition sans frontières murmure que la question pourrait être mal formulée, qu'il n'y a peut-être pas d'avant, que l'univers n'a pas besoin d'une première cause ni d'une salle d'attente vide, le précédent pas plus que le pôle sud n'a besoin d'une région à son sud. Le commencement dans cette vue n'est pas un événement qui s'est produit. C'est l'endroit où la question s'arrête. Hawking a trouvé une étrange forme de paix dans ceci, et vous pouvez l'entendre dans la façon dont il en a écrit vers la fin de sa vie. Si l'univers n'a pas de frontières, a-t-il réfléchi, pas de bord dans le temps, alors il ne serait ni créé ni détruit. Il serait simplement. Il n'y aurait rien pour un créateur à faire. Non pas parce qu'il avançait un argument contre quoi que ce soit, mais parce que la géométrie ne laisse aucune couture, aucun premier instant, aucun moment de mise en marche qui aurait besoin d'explication. L'univers dans cette image est complet et autonome, fini dans son passé et pourtant sans commencement, de la façon dont la surface de la Terre est finie et pourtant n'a pas de point de départ vers lequel vous pourriez jamais marcher. Remarquez combien cela diffère des autres échappatoires au commencement. Le rebond et l'inflation éternelle vous donnent un avant qui est plein, encombré d'un univers précédent ou d'une mer plus vaste en inflation. La proposition sans frontières vous donne un avant qui est vide dans le sens le plus profond possible. Non pas sombre et en attente, mais simplement absent, une direction qui n'existe pas. L'une dit que le commencement est une porte vers une autre pièce. L'autre dit que le commencement est le fond lisse et sans couture de la seule pièce qui existe. Elles ne peuvent pas être toutes les deux la vérité finale. Et pourtant, en ce moment, chacune est une réponse sérieuse tenue par des gens sérieux. Et l'univers ne nous a pas dit quelle porte est réelle et laquelle n'est que peinte sur le mur. Vous vous demandez peut-être maintenant si la physique se contente de lever les bras et de dire « nous ne pouvons pas savoir ». Pas tout à fait. Il y a encore un morceau de mathématiques, plus récent que les théorèmes de singularité, qui est censé trancher l'affaire en faveur d'un commencement, et il est si souvent cité que nous devons l'examiner attentivement, car il est à la fois plus puissant et plus limité que les gens qui le citent n'ont tendance à l'admettre. Il s'appelle le théorème de Bordigude-Vilenkin, d'après les 3 physiciens qui l'ont prouvé en 2003, et il a été conçu pour fermer exactement la faille que nous avons explorée. Le nouveau théorème était plus malin. Il a essayé de prouver que l'univers doit avoir un commencement sans s'appuyer sur la relativité générale du tout, en utilisant seulement une propriété très générale, l'expansion. Voici ce qu'il dit en langage simple. Prenez n'importe quel univers qui a été en expansion en moyenne tout au long de son histoire. Peu importe ce qui propulse l'expansion. Peu importe si vous utilisez la relativité générale ou la gravité quantique ou une théorie que nous n'avons pas encore inventée. Tant que l'expansion moyenne à travers l'histoire de l'univers est supérieure à 0, le théorème prouve que vous ne pouvez pas étendre cet univers infiniment loin dans le passé. Il doit avoir eu un bord passé. C'est le résultat vers lequel les gens se tournent quand ils veulent dire que la science a prouvé le commencement. Et Vilenkin lui-même l'a dit aussi carrément qu'un physicien le peut. Toutes les preuves dont nous disposons, a-t-il écrit, disent que l'univers a eu un commencement. Mais regardez attentivement la seule condition dont dépend le théorème, car tout repose dessus. L'univers doit avoir été en expansion en moyenne tout au long de son histoire. Et ce seul mot moyenne est l'endroit par lequel l'univers éternel se faufile à nouveau. Parce que qu'en est-il d'un univers qui n'a pas toujours été en expansion? Qu'en est-il d'un univers qui a passé des âges à se contracter avant de rebondir dans notre expansion? Dans un cosmos rebondissant ou cyclique, il y a de longues phases où l'espace rétrécit, pas grandit. Donc les modèles de rebond, les modèles cycliques, certaines versions de l'inflation éternelle avec un passé en contraction ne se sont pas réellement interdits par le théorème. Ils ont été construits délibérément pour vivre dans l'espace que le théorème laisse ouvert. Donc le théorème de Bordigude-Vilenkin prouve quelque chose de réel et d'important mais de plus étroit que le gros titre. Il prouve que vous ne pouvez pas avoir un univers éternel qui est seulement et toujours en expansion. Il ne prouve pas que vous ne pouvez pas avoir un univers éternel. Quand 2 personnes qui comprennent un théorème complètement en tirent des conclusions opposées sur la question la plus profonde qui soit, vous ne regardez pas de l'ignorance. Vous regardez le bord honnête de la connaissance humaine, là où les faits s'épuisent et le jugement prend le relais. Je ne vais donc pas prétendre devant vous que l'affaire est close dans un sens ou dans l'autre, car elle ne l'est pas et quiconque vous dit le contraire vend une certitude que la physique ne contient pas. Certains des plus grands cosmologistes vivants croient que l'univers a eu un véritable commencement et ils ont de vrais arguments. D'autres croient qu'il s'étend en arrière pour toujours à travers des rebonds ou des cycles ou un arrière-plan éternellement en inflation et ils ont de vrais arguments aussi. Le théorème de Bordigude-Vilenkin, loin de mettre fin au débat, est devenu l'un de ses instruments les plus tranchants, cité par un camp comme preuve et paré par l'autre comme un énoncé sur une famille de modèles. Je veux revenir maintenant là où nous avons commencé, à ces gros titres et à l'accusation particulière qui flotte autour de ce sujet. L'accusation est que les scientifiques savent que l'univers est plus vieux qu'ils ne l'admettent ou éternel et qu'ils le cachent, qu'il y a une dissimulation. Je veux regarder cela honnêtement, sans moquerie et sans prétendre que c'est vrai. Commençons par cet univers de 26,7 milliards d'années, celui de l'article de Rajendragupta, car c'est la pièce maîtresse de la conversation sur l'univers plus vieux.
C'est un vrai article publié dans une revue respectable par un vrai physicien, et il propose véritablement que le cosmos a presque 2 fois l'âge standard. Alors pourquoi le reste du domaine ne l'a-t-il pas embrassé? Non pas parce que quiconque le cache. L'article est librement disponible pour quiconque veut le lire. La raison est ce que le modèle doit supposer pour obtenir cet âge plus avancé. Il nécessite 2 ingrédients. Le premier est une vieille idée appelée lumière fatiguée, la notion que la lumière perd de l'énergie graduellement en voyageant à travers l'espace. Le problème est que la lumière fatiguée a été testée contre l'observation de nombreuses fois au fil des décennies, et elle échoue. Le deuxième ingrédient est l'idée que les constantes fondamentales de la nature ont lentement changé au fil du temps cosmique. Et ces constantes comptent parmi les quantités les plus précisément testées de toute la science, mesurées comme stables avec une précision extraordinaire. Donc pour accepter un univers de 26,7 milliards d'années, vous devez abandonner des choses bien mieux établies que l'âge de l'univers lui-même. Donc pour accepter un univers de 26,7 milliards d'années, vous devez abandonner des choses bien mieux établies que l'âge de l'univers lui-même. Vous échangeriez un nombre bien mesuré contre 2 idées qui entrent en conflit avec des montagnes d'autres preuves. Ce n'est pas de la suppression. C'est le travail ordinaire et peu glamour de peser une affirmation contre tout le reste de ce que nous savons. Le débat a eu lieu au grand jour dans la littérature exactement là où il devrait. Et puis, il y a une version plus ancienne de l'idée d'un univers plus vieux qui mérite d'être rencontrée car elle vous montre où tombe la ligne honnête entre un cosmos éternel respectable et un cosmos discrédité. Bien avant l'article de Gupta, une poignée de chercheurs, le cosmologiste du plasma Eric Lerner parmi les plus vocaux, ont soutenu que le Big Bang ne s'est jamais produit du tout, que l'univers est éternel et essentiellement statique, et que l'expansion que nous croyons voir est une sorte d'illusion. Voici donc une voix réelle et persistante disant que l'univers est éternel. Cela ne soutient-il pas tout ce que nous avons exploré ce soir? C'est ici que nous devons faire une distinction facile à manquer mais absolument décisive. La différence entre un univers qui est éternel et un univers qui est immuable. Tout ce à travers quoi je vous ai guidé, les rebonds, les cycles, l'inflation éternelle, les éons de Penrose, décrit un univers qui peut n'avoir aucun commencement dans le temps mais qui change absolument. Il s'expande, il se refroidit, il forme des structures, il évolue, il a une histoire et une direction. Ce genre d'univers éternel est scientifiquement respectable. Les cosmologies de l'état stationnaire et du plasma proposent quelque chose de différent et de bien plus difficile à défendre. Un univers qui est non seulement sans commencement, mais essentiellement le même pour toujours, qui n'a jamais eu de phase primitive chaude et dense du tout. Et cette affirmation se heurte frontalement à la lueur résiduelle. Un univers qui a toujours été froid et immuable n'a aucune façon naturelle de produire cette lueur avec exactement la température et exactement la douceur que nous mesurons. Vous pouvez croire sur de bonnes bases scientifiques que l'univers pourrait être éternel. Ce que vous ne pouvez pas faire avec les preuves actuelles est croire qu'il a toujours été le même. Éternel, oui, possiblement. Immuable, non. Maintenant élargissons le regard car voici la partie qui retourne tout le complot sur sa tête. L'idée que l'univers pourrait être éternel, qu'il pourrait n'avoir aucun commencement, n'est pas une pensée interdite que les scientifiques refusent de toucher. C'est l'opposé. C'est l'une des questions les plus activement discutées dans toute la cosmologie et ce depuis des décennies. Tout ce à travers quoi je vous ai guidé ce soir n'a pas été exhumé d'une archive censurée. Cela a été construit par les physiciens les plus célèbres vivants, publié dans les revues les plus éminentes, débattu dans les plus grandes conférences. Il n'y a pas de dissimulation parce qu'il n'y a rien à dissimuler. Il n'y a qu'un argument honnête vieux d'un siècle qui n'a pas encore atteint sa fin. Alors rassemblons ce que nous avons ici à la fin et tenons-le doucement, car ce n'est pas le genre de conclusion qui se noue en un joli nœud. Et je pense que c'est exactement pour cela qu'elle vaut la peine d'être tenue. Nous avons commencé avec un anniversaire, 13 787 millions d'années, mesuré à mieux qu'une part sur 600. Un chiffre aussi solide que la science n'en a jamais produit. Et ce chiffre est réel et nous ne devrions pas le lâcher. Mais nous avons trouvé en remontant le long de ce chiffre qu'il date une expansion, pas un commencement. Nous avons trouvé que le Big Bang n'a jamais été une explosion dans l'espace, mais l'étirement de l'espace lui-même, commençant partout à la fois. Nous avons trouvé que le premier instant, le supposé moment de la création, se trouve derrière un mur où nos 2 plus grandes théories deviennent toutes 2 muettes. Nous avons trouvé que la fameuse preuve que l'univers a commencé repose sur l'hypothèse que notre physique fonctionne dans le seul endroit où elle est connue pour échouer. Et nous avons trouvé de l'autre côté de ce mur toute une famille de réponses sérieuses dans lesquelles l'univers n'a jamais commencé du tout. Un nuage plus vaste qui inflate éternellement et bourgeonne des bulles comme la nôtre. Un univers précédent qui s'est effondré et a rebondi dans notre expansion. Une chaîne sans fin d'éons, la mort de chacun nourrissant la naissance du suivant. Une géométrie si lisse que demander ce qui est venu avant est comme demander ce qui se trouve au sud du pôle sud. Et nous avons trouvé que nous ne pouvons pas encore dire laquelle de ces réponses est vraie. Le théorème le plus tranchant que nous ayons, celui le plus souvent cité pour prouver un commencement, laisse la porte de l'éternel grande ouverte dans le couloir du rebond.
et les experts qui le comprennent le mieux le lisent de manières opposées. Ce n'est pas un échec de la science, c'est la science honnête sur le bord de ce qu'elle sait. Le commencement de l'univers n'est pas caché de vous. Il est inconnu de tous, et inconnu est un endroit plus spacieux et plus honnête où se tenir que caché ne l'a jamais été. Je vous ai dit au début que personne n'a jamais trouvé la bougie sur ce gâteau d'anniversaire particulier, et maintenant vous pouvez sentir tout le poids de ces mots. On nous a remis un anniversaire pour toute l'existence, une date confiante, une ligne nette avec l'idée réconfortante du néant sagement derrière. Et quand nous nous sommes approchés et avons cherché le premier instant, le véritable moment où l'horloge s'est mise en marche, il n'était pas là pour être trouvé. Peut-être parce qu'il est caché derrière une physique que nous n'avons pas encore inventée. Peut-être parce qu'il y avait un univers avant que nous ne pouvons jamais voir. Ou peut-être parce qu'il n'y a tout simplement pas de premier instant. De la façon dont il n'y a pas de premier point sur un cercle, de la façon dont il n'y a pas de plus au sud que le pôle, l'univers pourrait être bien plus vieux que le nombre que nous mesurons. Il pourrait dans un sens avoir toujours été. Le temps pourrait être plus vieux que la question de savoir quand il a commencé, ou la question pourrait s'avérer plus vieille que le temps lui-même. Le Big Bang n'a jamais été un commencement, c'était le bord de ce que nous pouvons voir. Et ce soir, j'espère que cela atterrit non pas comme une perte, mais comme une sorte de réconfort large et doux. L'univers n'a jamais eu besoin d'un commencement pour vous porter. Il avait seulement besoin d'être. Et vous, en ce moment, respirant lentement dans le calme, laissez la question rester ouverte, laissez vos yeux rester fermés et laissez la lumière la plus ancienne de l'existence, qui a commencé son voyage bien avant qu'il y ait quelqu'un pour se demander d'où elle venait, vous emporter doucement vers le sommeil. Si vous ne retenez qu'une seule chose de ces heures, que ce soit la petite distinction libératrice autour de laquelle nous n'avons cessé de tourner. La différence entre une rivière mesurée et une source vue. Nous avons mesuré la rivière ce soir avec grand soin. 13 787 millions d'années de flux. Et cette mesure est une réelle et belle réalisation humaine que rien ici n'enlève. Ce que nous avons trouvé, c'est seulement que personne ne s'est jamais tenu à la source. Les empreintes de pas mènent vers le brouillard et s'arrêtent. Et plutôt que d'insister qu'il doit y avoir une source particulière juste au-delà du blanc, caché de nous, nous sommes enfin autorisés à admettre que nous ne savons pas s'il y a une source du tout, ou si les eaux circulent à travers quelques cycles plus vastes depuis plus longtemps que le mot temps n'a jamais été censé mesurer. Cet aveu n'est pas de l'obscurité. C'est la lumière la plus honnête qui soit. Alors laissez les questions rester ouvertes. Vous n'avez pas à résoudre cela ce soir, et personne d'autre non plus. Quelque part au-delà du bord de la lumière la plus ancienne, l'univers garde le secret qu'il a, ou ne garde aucun secret du tout. Et dans un cas comme dans l'autre, il est ici depuis bien plus longtemps que n'importe quelle bougie ne pourrait mesurer, et il sera ici bien après que cette pensée se sera évanouie. Il n'y a jamais eu de premier matin que nous ayons trouvé. Il n'y a peut-être jamais eu de premier matin du tout, et il y a quelque chose de profondément, reposément beau dans cela. Fermez les yeux s'ils ne sont pas déjà fermés. L'univers n'a jamais eu besoin d'un commencement pour vous porter. Il avait seulement besoin d'être, et vous aussi.